Olivier Rollinger, cuisinier à Cancale, dans les maisons de Brécourt. La cuisine, elle n'est pas au singulier. Il existe les cuisines dans le monde. Et derrière chaque cuisine dans le monde se trouve la biodiversité. La biodiversité végétale, animale, mais aussi la diversité de transformer le garde-manger de l'humanité. Et là, ce sont des hommes et des femmes qui transforment. Le dernier maillon, ce sont les cuisinières et les cuisiniers. À la maison, mais aussi dans tous les différents restaurants. C'est la raison pour laquelle le vrai patrimoine de l'humanité, immatériel, ce sont les cuisines du monde. Concernant le réchauffement climatique, la grande majorité des cuisiniers ne pensent pas au réchauffement climatique lié à l'alimentation. Mais comme le commun des mortels, lorsque l'on pense réchauffement climatique, on pense énergie, énergie renouvelable, on pense transport, on pense isolation des bâtiments. Mais par rapport à la nourriture, jamais. Or, 30% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'alimentation. 15% par rapport à l'agriculture et 15% pour la transformation de l'alimentation. Alors, les enjeux principaux. Le premier, sont d'abord les engrais de la pétrochimie, les pesticides, les herbicides, les fongicides. C'est ce qu'on appelle le dégagement de protoxyde d'azote. Le deuxième point, auquel on ne pense rarement, ce sont tous ces millions et des millions d'hectares qui sont labourés l'hiver et sur lesquels il n'y a aucune végétation. Donc, ils ne peuvent pas capter le carbone. Le troisième point, c'est évidemment l'élevage intensif avec le dégagement de méthane. Et puis, il faut y penser, c'est tous les produits surgelés, c'est tous les produits que l'on fait venir également de notre continent pour alimenter les personnes ou parfois les aliments. Tous ces sujets-là sont souvent pas prioritaires pour les cuisiniers, mais sont en train de le devenir par des changements évidents. On va souhaiter prendre des légumes qui n'ont pas nécessairement la belle forme, mais qui sont intéressants dans notre cuisine. On va aussi supprimer l'utilisation du gaz dans nos cuisines. Bien souvent, dans les cuisines, autrefois, on allumait le gaz le matin, le fourneau, les salamandres, et puis ça laissait toute la journée, c'était plein gaz. Donc il y a une véritable évolution par rapport aux déchets, au gaspillage, évidemment. Mais cette prise de conscience, elle n'est pas évidente. La preuve en est, en France, des états généraux ont eu lieu. On a parlé de l'alimentation, états généraux sur l'alimentation. On a fait venir tous les producteurs, le monde agricole et le monde plutôt des grandes surfaces. On n'a pas parlé des cuisiniers et on n'a surtout pas évoqué une seule fois le changement climatique. Donc nous, les cuisiniers, nous avons un rôle capital à jouer dans ce message comme quoi une fourchette peut aider au ralentissement du réchauffement de notre planète. Parce que notre garde-manger, si jamais nous ne prenons pas attention, ce garde-manger de l'humanité est évidemment en danger. En danger comme un vilain compost qui monterait en température de plus en plus par rapport à de mauvaises actions. Mais tout ça doit être porté par le plaisir. Parce que nous, les cuisiniers, mais les cuisiniers, quand je dis les cuisiniers, je pense peut-être avant tout aux cuisinières. C'est quoi les cuisinières? Mais c'est simplement les cuisiniers, mais c'est le papa et la maman à la maison. Le plaisir de nourrir. Le plaisir de prolonger la vie de chacun. Nous le faisons, nous sommes engagés sur différents points, sur les ressources halieutiques, sur les semences libres, sur de quelle manière aussi imaginer une autre cuisine avec peut-être moins de viande, moins de protéines animales, moins de viande, moins de poissons, mais plus de légumes, plus de céréales, plus d'oléagineux. Ça, c'est pour ça que le champ des possibles. Il faut penser que ce garde-manger, qui est un bien commun de l'humanité, va permettre au monde probablement d'être encore un peu plus solidaire, parce que la vie
n'est pas la règle. La vie, c'est l'exception. C'est simplement une petite couche de gaz au-dessus de notre tête, à l'ensemble de l'humanité, et puis une petite couche d'humus. Et la vie est entre les deux, extrêmement fragile. Mais cette prise de conscience de cette fragilité fait que peut-être l'humanité va se retrouver encore un peu plus regroupée. Le temps est dramatique dans le réchauffement climatique, mais le temps est plein d'espoir lorsqu'on voit cette jeunesse du monde qui a pris conscience de tous ces enjeux. Depuis maintenant plusieurs années, je suis vice-président à l'international des Relais des Châteaux. C'est une association à but non lucratif qui regroupe 550 maisons, 550 chefs, dans 62 nationalités et qui touche 22 000 collaborateurs. J'ai accepté ce mandat, d'être élu, d'être porté par l'ensemble de ces chefs, mais pas pour simplement faire un catalogue des meilleurs chefs du monde. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais que pouvons-nous faire, nous les chefs ayant une notoriété à l'international, pour que les choses aillent un petit peu mieux pour tous? Nous avons commencé par présenter un manifeste Relais et Châteaux à l'UNESCO, qui a été accueilli par l'UNESCO, pour un monde meilleur par la table et l'hospitalité. Des grands mots, mais derrière 20 engagements. Et d'ailleurs, dans ces 20 engagements, en 2014, le 7e engagement concerne justement le réchauffement de la planète et les émissions de gaz à effet de serre. Très vite, tous ces hommes et ces femmes qui ont choisi, qui ont compris déjà et qui ont choisi de poser leur pierre, faire la petite chose qui va permettre au monde d'aller un peu mieux, eh bien, nous devons nous fédérer, nous devons nous regrouper. Nous ne devons pas être aller dans une direction. Non, non. Chacun, à notre niveau, nous devons faire les choses. Et il était évident que le rapprochement entre notre volonté à travers ce manifeste et Slow Food et les producteurs dans le monde entier, c'est une évidence. Parce que si, au départ, le travail magnifique de Slow Food, de, par exemple, sauver les différentes variétés de riz dans le monde, et pas simplement penser que le riz, c'est un riz américain. Mais à quoi ça sert si demain, il ne reste plus que 2-3 recettes avec du riz par rapport au rouleau compresseur culturel où on voudrait faire manger la même chose dans le monde entier à toute la jeunesse du monde? C'est quelques-uns qui veulent s'approprier l'alimentation du monde. La seule manière de les contrecarrer, d'abord, c'est d'être tous ensemble regroupés, c'est de protéger ceux qui produisent ces produits de qualité, ceux qui entretiennent le garde-manger de l'humanité, que ce soit de la terre ou de la mer, mais c'est aussi de valoriser le maillon essentiel, c'est la transformation du produit. Donc il faut absolument défendre les différentes manières de cuisiner dans le monde. Cuisiner, c'est déjà être dans un état contemporain de révolution. C'est la fourchette qui permet à chacun, d'abord, de donner de l'amour en cuisinant aux gens que l'on aime. Cuisiner, c'est un acte merveilleux d'amour par rapport dans la famille, dans les amis, mais c'est aussi un acte de santé, c'est un acte culturel, c'est un acte environnemental et c'est un acte qui fait du bien à la planète. Et peut-être encore aussi un sujet dont on parle peu. Mais cuisiner, ça permet aussi de faire des économies pour chacun d'entre nous. Ne laissons pas aux multinationales le rôle de nourrir la planète. On peut protéger tous les produits si les uns et les autres nous ne cuisinons pas, nous n'y arriverons pas. Donc il faut se réapproprier. Et toute la journée où on est avec le computer, mais rentrons le soir et ne disons pas nous n'avons pas le temps. Si, il faut prendre une pomme de terre, il faut prendre un haricot, il faut prendre une courgette.
Il faut l'éplucher, mais c'est formidable. Et simplement cet acte est un véritable acte révolutionnaire. Mais au-delà de la révolution, c'est surtout le plaisir. N'oublions pas la dimension plaisir. Se nourrir, c'est aussi se faire plaisir. Et là, on va vraiment se faire un immense plaisir. La terre est la mère nourricière. Les grands sujets politiques de demain, c'est quel air allons-nous respirer, quelle eau allons-nous avoir pour nous hydrater et quel aliment allons-nous avoir pour nous nourrir. Cette dimension universelle, se rendre compte que nous sommes dans un monde d'une extrême fragilité, permet de retrouver une solidarité interfrontalière, intercontinentale, et que nous sommes tous dans un village-monde que nous devons préserver. C'est à la fois un danger, une frayeur, mais en même temps peut-être une chance pour l'humanité de se retrouver autour d'un vrai combat par rapport à ce réchauffement climatique. Et nous pouvons apporter tous notre pierre en menant à bien ce que l'on appelle et ce que déjà appelait Alice Waters la révolution délicieuse. La révolution délicieuse, c'est commencer par faire son marché, acheter à des producteurs locaux, de saison, ne nécessitant pas des pesticides, des herbicides, n'ayant pas des cultures sous serre, et évidemment de cuisiner ses produits soi-même à la maison. La révolution délicieuse commence par la liberté du choix du produit et par le fait de cuisiner ce produit avec son cœur, avec sa culture, avec son envie, pour uniquement se faire plaisir aux autres, faire plaisir à la planète. Et peut-être, des gens vous diront, c'est peut-être une utopie. Vous leur répondrez que l'utopie est le tout début du refus du renoncement. La table, c'est la concorde de l'humanité.